Bonsoir. Bonsoir. Merci Bonsoir. d'être avec nous ce soir. Quelques mots peut-être pour vous présenter. Donc, vous êtes multi-entrepreneur, c'est marqué multi-entrepreneur à succès, d'ailleurs, quand on lit votre biographie, spécialisé sur les systèmes complexes et en particulier la Smart City, avec une vraie volonté de transversalité dans votre réflexion entre les scientifiques d'un côté et l'écosystème d'innovation porté par les entreprises et les startups. Et c'est comme ça que c'est avec ces idées-là qu'a émergé la réflexion autour de Ville du quart d'heure, dont vous parlerez mieux que moi, mais dont l'objectif est de remettre au centre l'homme et reposer les questions de l'organisation de la société autour de l'homme. Peut-être que ce que vous pouvez commencer à faire, c'est redéfinir ce que c'est que la ville du quart d'heure, et ensuite, du coup, son impact, comment ça change la place du bureau, et la place du bureau, du coup, dans la vie de l'homme et de la ville. Merci beaucoup, puis je reviendrai à la fin pour conclure. N'hésitez pas à poser des questions. L'objectif, donc là, on a une quarantaine de minutes. N'hésitez pas à... L'objectif, c'est que ce soit un échange, que ce ne soit pas 40 minutes non-stop, même si ce serait très intéressant, sûrement. Donc, n'hésitez pas à poser des questions, à interrompre, à demander des exemples. En préparant, j'ai pu voir que le professeur en regorgeait d'exemples, donc n'hésitez pas. Je vous laisse la parole. Eh bien, merci. Ça marche sur le micro? Bien, bonsoir. Donc, on a préparé, effectivement, quand on a échangé ensemble, on s'est dit que plutôt que faire une énième conférence, j'ai fait tous les jours un peu partout, et de 40 minutes magistrales, le mieux, c'était d'introduire le sujet sur le point essentiel et de continuer sous la forme des questions, d'interrogations, d'échanges de manière interactive. Tu n'entends pas? Masque. Je vais parler plus fort là. Là, c'est bon? Ça top pour l'interactivité. Hein. Bon, donc je reprends en disant que plutôt que 40 minutes pour parler sur ce sujet-là, je peux les faire ou même plus. Et l'idée, c'était poser quelques points clés, mais surtout, c'est donner la possibilité d'échanger, de répondre à vos questions, à vos doutes, à vos contradictions même. Hein. Donc, c'est les propres de toutes ces thématiques un peu nouvelles où on vient apporter des nouveaux concepts. En plus, ça fait le tour du monde, donc il y a énormément des questionnements de partout, en fonction des lieux, de cultures, des langues, des habitudes, etc. Donc l'idée, c'est ça. Et poser quelques points et ensuite m'arrêter et vous proposer donc d'échanger. Et déjà, juste un sondage comme ça rapide. Combien de personnes ont entendu parler au moins une fois de la ville du quart d'heure? Bon, ok. Donc, je vois que... Donc, effectivement, on appelle ça la ville du quart d'heure. Je l'ai appelée la ville du quart d'heure il y a 6 ans, quand j'ai écrit mon premier article autour de ça. Donc, la réflexion est remontée à bien plus longtemps, donc 7-8 ans, puisque le premier article que j'ai publié il y a 6 ans, dans lequel je disais la ville du quart d'heure pour un nouveau chrono-urbanisme. Vous avez compris que la ville du quart d'heure, c'est une manière d'impacter les gens, mais on s'en fout que ça soit 12 minutes ou 18-30. Mais un quart d'heure, c'est pas tout à fait chez moi, c'est pas tout à fait trop loin, c'est peut-être mon quartier, mais c'est peut-être pas mon quartier. Donc, ce qu'on veut introduire avec la ville des quarts d'heure de manière plus scientifique, si je fais quelques bullet points, c'est 3 choses nouvelles pour la transformation de la vie urbaine dans ses diverses composantes. D'abord, c'est une démarche pour changer des paradigmes quand nous avons aujourd'hui les changements climatiques qui nous obligent à avoir une neutralité carbone à l'horizon 2050 si on veut que la planète soit encore agréable pour la fin de ce siècle, pour les générations suivantes. Donc, les émissions de CO2, on a 10 ans pour réduire des 45% au minimum,
C'est la ville qui produit l'essentiel des émissions de CO2, puisque c'est la ville dans laquelle on habite pour l'essentiel les urbains, les humains, un peu partout dans le monde. Et c'est la mobilité qui est le premier des 3 facteurs des émissions de CO2. Donc, plutôt que proposer une énième solution d'ingénierie pour la mobilité, pour aller plus vite, pour aller plus loin, avec ceci, avec cela, moi, je suis allé au fond de cette problématique de la mobilité, à la racine, c'est pourquoi nous nous déplaçons. Quelles sont les raisons qui font que nous nous déplaçons? Pourquoi je dois faire 1 heure matin et 1 heure le soir pour me déplacer? Et pourquoi on a dégradé la qualité de vie dans des conditions de mobilité qui ne sont pas tout à fait top? Que ce soit la voiture individuelle avec des émissions de CO2 produites et des particules fines produites essentiellement par les diesels, et même pourquoi je suis toujours pressé à la bourre, on part tôt, on dépose des gamins, on sort, on part, on travaille, on est à la bourre, on revient, etc. Donc il y a un univers de villes extrêmement angoissantes, accélérées, et il y a une perte des liens sociaux. On ne connaît pas son voisinage, on ne connaît pas qui habitent dans l'immeuble, des gens qui sont malades, on ne sait même pas. Donc on vit dans une vie urbaine qui, pour résumer en un mot, c'est les paradigmes productivistes du début du XXe siècle, qui se prolongent encore de nos jours, et dans une ville qui a été aménagée essentiellement pour permettre ça. Une production massive, une consommation massive, et nous, donc on ne profite pas de la ville, on nous a volé le temps. Et c'est intéressant parce que le manifeste dit le temps et l'espace constituent le cœur de la révolution du travail, c'est le manifeste de Respace. Et en fait, quand on regarde le bouleversement donc, de l'ère moderne, on l'est associé à la révolution industrielle et à la machine à vapeur qui a changé la manière de produire. Il y a un historien de la technologie et de l'urbanisme que je vous invite à découvrir. Il est fascinant. Et donc, il est mort dans les années 50, qui s'appelle Lewis Mumford. Et il a dit, quand Frédéric Taylor, donc le Taylorisme, a planté cette nouvelle manière de produire, donc à la chaîne, ce n'est pas la révolution à vapeur qui était au cœur de la révolution industrielle, c'était la mesure du temps. Parce que Taylor, il a proposé donc, une nouvelle manière de travailler. Il a créé ce qui existe encore de nos jours dans les grandes sociétés, qui s'appellent les bureaux de méthode. Et dans les bureaux de méthode, vous avez les ingénieurs, vous avez les concepteurs, vous avez les gens qui designaient un process de fabrication, et ils calculaient le temps de chaque tâche, de quel geste qui devait être accompli. Les bureaux de méthode étaient suivis du bureau de préparation, et ensuite il y avait les travails à la chaîne, où chaque ouvrier il savait qu'à cette place-là, les gestes duraient X secondes, tout est chronométré, et c'est comme ça que le travail à la chaîne s'est produit. Et le Taylorisme a été au cœur de donc, cette révolution productiviste qui allait avec le capitalisme dans ses premières formes donc, industrielles, suivi ensuite du Fordisme avec d'autres variantes, mais c'était au cœur de la mesure du temps. Et cette mesure du temps a été effectivement la manière comme les vies urbaines ont été aménagées et nos vies de manière générale. Ça veut dire que le temps de vie est disparu au profit du temps de production. Et le temps de production, donc ensuite avec la désindustrialisation, il est quand même resté dans le mode de vie. Avec l'Internet et le numérique, on est passé d'une économie industrielle à une économie des services, mais ce mode de fonctionnement est resté, y compris dans l'organisation du travail par la forme présentielle qu'elle est avec. Puisqu'on allait à l'usine travailler, et ben on est resté à aller plus à l'usine, mais au bureau et dans lesquels donc on a segmenté la ville pour avoir celui dans lesquels on produit. Et dans ces villes comparées, on le voit très clairement avec tous ces grands bureaux qui sont installés à la Défense, donc à l'ouest. Par la suite, le foncier du nord était à l'Échamp avec des transformations donc, du Stade de France, et on est parti installer donc, de grandes compagnies, mais les cadres qui avaient un peu d'argent, mais qui n'arrivaient pas à avoir de l'argent pour vivre dans des fonciers qui étaient chers à Paris, ils sont partis à l'ouest, Kaufmann et Broad, tous les pavillons, Sainte-Maure, la Varenne-Saint-Hilaire, etc. Et on est parti dans cette vie urbaine qui est cadencée essentiellement par des mouvements pendulaires, notamment de l'Est à l'Ouest et du Nord au Sud. La ligne 13, c'est pour ça que c'est l'horreur, donc pour ceux qui l'apprennent, puisqu'on est dans la classe moyenne
qui elle vit donc dans le sud de Paris, Montrouge, Vanves, etc., et qui se déplace pour traverser au-delà des Clichy-Saint-Ouen, où il y a maintenant donc la génération énormément de lieux, etc. Mais ils sont restés scotchés au début du XXe avec la présence physique qui faisait partie d'une organisation hiérarchique qui représente un pouvoir et qui est le pouvoir du chef de service d'avoir ses 20 personnes, ses 30 personnes, son service, hein, et qui était une soumission par rapport à un acte qui n'était plus de production, parce qu'on ne produisait plus rien, mais par rapport à un acte hiérarchique dans lequel on affirme un pouvoir qui est exercé. Et donc, la ville a été façonnée de cette manière-là, et peu à peu, que ce soit Paris, Londres, etc., se sont développés donc, sur un paradigme dans lequel les opérations de liaison qui étaient faites entre les milieux de travail, ben, il évolue par l'ingénierie, soit par les véhicules personnels, soit par l'ingénierie des déplacements, le métro, les tramways, le RER, avec donc cette idée, on peut toujours par l'ingénierie aller plus vite et aller plus loin. Mais en allant plus vite, c'était pour aller plus vite travailler, ou en allant plus vite pour aller consommer. Et la consommation a suivi le même procédé que celui de la production. On a concentré la consommation dans les grands centres commerciaux qui étaient devenus des temples de consommation, les malls, dans lesquels il y avait en même temps des cinémas, on avait des pizzas, des restaurants, etc. Et qui étaient même, en dehors de consommer, un lieu dans lequel on allait avec des enfants, les jeunes passaient leur samedi après-midi, leur dimanche, etc. Donc on a instauré une vie urbaine, de manière un peu caricaturale parce qu'on a très peu de temps, mais qui a reflété une organisation sociale qui n'était plus en phase avec les grands défis que nous avons aujourd'hui, le changement climatique et la qualité de vie. Donc, on nous a volé, à nous tous, le temps de la création, le temps de l'intimité, au profit du temps de la production. Les Grecs, ils savaient 3 temps. Ils savaient les chronos, qui étaient les temps du calendrier. Ils savaient les kairos, qui étaient les temps de la créativité. Et ils savaient l'aion, qui étaient les temps de l'intimité, de l'immanence, donc de la transcendance spirituelle de l'homme. Et on nous l'a volé, donc on s'est trouvé uniquement avec des temps calendriers, donc à courir partout. Donc c'est ces réflexions-là, et bien d'autres, qui m'ont amené à proposer un nouveau chrono-urbanisme basé sur 2 éléments majeurs qui étaient comment elle est faite la ville. Puisque la ville elle est faite, on la regarde, qu'est-ce qu'il y a dedans? Les bureaux, les rues, les trottoirs. Il y a des millions de mètres carrés dans les villes. Et donc, en fait, on s'aperçoit que tous ces mètres carrés sont spécialisés. À l'école, on étudie, au café, on boit un coup, au restaurant, on mange, à la salle de gym, on fait du sport, à la discothèque, on danse, à la mairie, on fait les actes administratifs, etc. Donc, vous avez des millions de mètres carrés qui représentent parfois des centaines d'années d'histoire. Même Paris, Lyon, Marseille, c'est millénaire d'histoire, qui sont verticalisés. Donc, on a assisté à un double phénomène qui est la ségrégation sociale par le phénomène de production que j'évoquais tout à l'heure, et la ségrégation spatiale parce qu'on a verticalisé l'usage de bâtiments. Et donc, vous avez des millions de mètres carrés qui ne servent qu'une partie infime du temps. Dans la journée, dans la semaine, le week-end c'est fermé, pendant les vacances, il n'y a personne. Vous vous rendez compte des gaspillages, sachant qu'ils sont amortis, qu'on les maintient, qu'on les chauffe, qu'on les refroidit, etc., etc. Donc, le deuxième élément, c'est de dire que chaque mètre carré doit servir à des multiples usages. Et c'est là où on a dit un lieu, plusieurs usages, et chaque usage est un nouveau domaine du possible. Et le troisième élément, c'est de se dire que dans cette ville anonyme, angoissante de solitude, il faut péter ça pour donner place à une ville vivante, à une ville chaleureuse, à une ville solidaire, à une ville où on fait attention aux aînés, aux enfants, etc. Et donc, on s'est dit qu'il faut changer la forme de la ville pour que dans les quartiers, les enfants puissent jouer dans la rue, donc plus de voitures dans la rue, laisser la place donc, à la végétalisation, avoir donc, des jeux, avoir un voisinage qui soit vivant. Et donc, on est parti sur l'idée que finalement, il fallait changer de modèle urbain et que dans cette approche-là, de rendre heureuse la ville, donc, avec les habitants donc, qui aiment ces lieux, la polyvalence de l'usage des lieux et un nouveau rythme par rapport aux relations travail, mode de vie, et un autre paradigme devait émerger. À la manière d'Internet, où sur Internet, il n'y a pas de centre. Tout est maillé. Et donc, on s'est dit,
Le modèle urbain nouveau doit rompre avec des productivismes, s'inscrire dans une démarche résolument écologique par rapport à la neutralité carbone, diminuer les mobilités tant qu'on peut à la racine et offrir un processus de décentralisation massive à l'échelle de la ville où on rapproche de tous et chacun ses besoins essentiels, qui sont 6, et j'arrête là: vivre, donc se loger, travailler, s'approvisionner, se soigner, donc santé physique et mentale, l'éducation, donc culture, et les loisirs. Et on s'est dit, si dans un rayon d'un quart d'heure, par un moyen décarboné, à pied ou à vélo, on accède à un maximum de ces 6 fonctions, soit parce qu'on les a, soit par la nouvelle technologie, ben, on quitte la mobilité subie, obligée, et on va vers une mobilité choisie, on augmente la qualité de vie, on gagne du temps utile, et on incrémente donc ce qu'on appelle l'indice de bien-être, qui a 3 composantes: les miens personnels avec ma famille, les gens que j'aime, parce que j'aurai plus de temps, mon temps social avec mes voisins et mes collègues de travail, et mon temps avec une planète dont je prends soin, parce que je dépense moins de CO2, et je fais attention aux autres, donc inclusif. Et cet ensemble-là, ce paradigme-là, cette idée-là, ce concept-là, qui après représente énormément d'autres choses, je l'ai appelé donc la ville des quarts d'heure. Voilà, j'aurais pu l'appeler la ville de 11 minutes 30, mais ce n'est pas très sexy. Donc, voilà. Et aujourd'hui, ça fait le tour du monde, et donc ça représente une autre idée de la ville. Ça a été pris en charge par certaines maires, comme Anne Hidalgo dans sa campagne, et d'autres maires à Nantes, bon, bref, à plein de lieux. Et donc, ça représente un défi pour changer de paradigme. Voilà. On m'entend ou pas? Oui. Et qu'est-ce que ça signifie ça, sur les espaces de travail? En quoi eux doivent être transformés? Et je pense par exemple à un certain nombre de sièges sociaux qui sont en train d'être construits en banlieue parisienne, à la Garenne-Colombes, avec des grosses réflexions autour du bilan carbone zéro, donc qui réfléchissent à ces sujets de bien-être, d'écologie, en essayant de créer des espaces verts autour. Quel est le futur de ces projets-là, du coup? Il s'avère qu'entre-temps est arrivée la pandémie de Covid-19, qui a venu poser un grand coup sur la manière comme on utilise l'espace et le temps dans la ville. Tout ça, je l'ai réfléchi il y a 7 ans, on l'a écrit il y a 6 ans, on a commencé à travailler, on a commencé à faire des expérimentations, et on s'est aperçu qu'on avait un très bon ressenti de la part des gens. À chaque fois qu'on disait aux gens, si on vous rapproche ça, si on vous met les commerces de proximité, si on vous met des jeux, si l'école est ouverte le week-end, si vous avez un centre de santé, si vous avez un lieu culturel qui sert à autre chose, si le supermarché fait des expositions artistiques, si vous avez dans la rue donc des ateliers de recyclage l'été pour des objets, des deuxième ou troisième usages. En fait, autour de ça, on les concrétise. Et en fait, on s'est aperçu que ça accrochait bien. Et quand on était dedans, pouf, la Covid est arrivée. Et la Covid, elle a obligé, du jour au lendemain, le télétravail, en fait, tout ce que vous connaissez comme impact, qui a montré qu'on pouvait travailler autrement et que dans l'économie servicielle, tout au moins, on pouvait rester productif, voire plus, puisqu'on est travaillé dans des conditions où on gagnait du temps, voilà, moyennant un certain nombre de choses. Donc aujourd'hui, effectivement, il y a tous ces secteurs de production des grandes tours, des bureaux, qui sont devenus donc aujourd'hui des ghost buildings, puisqu'ils sont des lieux fantômes. Hein, donc on les voit un peu partout dans le monde, tous ces espèces de tours qui sont aujourd'hui, il n'y a personne, et qui étaient des tours déjà qui n'existaient que dans les journées, parce que le soir et le week-end, il y avait zéro. Donc c'est quand même, vous avez fait un tour à la Défense, j'ai travaillé 5 ans à la Défense. Donc, je parle en conscience de cause, puisque mon start-up a été acheté par GDF Suez. Donc, j'ai vécu tout ce que je viens de dire, les cadres qui venaient de la Varenne en voiture, qui traversaient le Bois-sur-Berge, parce qu'en cadre, vous n'avez pas en voiture, et ils ne se mélangent pas pour prendre le métro ou le RER, parce que ce n'est pas des niveaux. Donc, tous ces projets-là aujourd'hui, de l'immobilier de bureaux, est sérieusement traversé par cette crise-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai travaillé avec eux. Bouygues Construction a lancé tout un chantier stratégique sur la ville de proximité, qui est les noms scientifiques de la ville des quarts d'heure, c'est pour un peu accrocher les gens. Nous, on travaille sur la ville des proximités, et de manière plus spécifique, on travaille sur le chrono-urbanisme, on travaille sur la chronotopie, on travaille sur la tourophilie,
qui sont les 3 éléments clés, donc les rythmes de la ville, les multi-usages et l'amour des lieux. Voilà, chrono-urbanisme, chronotopie, topophilie. Mais quand on discute avec Bouygues Construction, par exemple, ils ont fait un dossier magnifique que vous pouvez consulter sur le site Internet, à la direction de la prospective stratégique, et ils sont persuadés que ce modèle de construction de tours et bureaux est mort. Et que là, c'est fini, c'était les siècles derniers. Et tous les chantiers aujourd'hui se font vraiment autrement. Donc, c'est des bâtiments multifonctionnels dans lesquels on travaille, on vit, et on fait une densité qui n'est plus minérale, mais une densité qu'on appelle organique. La densité organique, c'est des bâtiments qui restent, donc, on va dire, à 5-6 étages, mais avec des connecteurs verts, c'est-à-dire implantés dans la végétalisation, avec des lots, et également dans lesquels on peut, les gens vivent, il y a le commerce, il y a la culture, et qui sont connectés par au moins 300 mètres, donc une ligne de transport collectif, et irriguée par des bike lanes, par de couloirs de vélo, etc. Donc c'est vrai qu'on arrive aujourd'hui à un tournant. Donc on voit que le modèle économique de ces tours a vécu et qu'il y a une mutation. Des gens comme Bouygues avaient anticipé parce que j'avais donné une conférence il y a 5 ans chez eux et il y avait eu le projet de création de Nextdoor, que vous connaissez, qui est donc des bureaux virtuels qui s'installent physiquement un peu partout et qui sont agnostiques et qui peuvent accueillir donc l'architecture logicielle de l'entreprise qui va les utiliser, qui fait une connexion comme si on était dans les bureaux. Donc, irrémédiablement, ces modèles vont changer. Comme les médias ont dû changer quand Internet est arrivé, comme les magasins quand Internet est arrivé, comme les livraires ont dû changer, comme les banques ont dû changer, et ben c'est des tours maintenant, des tours, des bureaux. Donc, et donc, si on ne va plus vers des sièges, on va vers quel modèle? Quand on en a parlé ensemble, vous me parliez d'une délocalisation, une délocalisation du travail. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus, réexpliquer cette idée-là? Oui, absolument. Ça, c'est important parce que avec le Covid-19, les gens se sont découverts à travailler chez eux dans l'urgence avec les moyens de bord. La plupart des gens sont équipés, mais il faut bien se dire que pas tout le monde. Voilà, mais bon. Et donc, le télétravail est venu s'installer. Et cette image que je dis souvent, le télétravail devient la personne chez elle en pyjama en train de bosser, est devenue très populaire. Et donc, je suis un de ceux qui se sont exprimés pour dire que, en fait, il y a une erreur d'aiguillage dans ces temps de mutation, dans lesquels il faut avoir un cap qui nous amène sur de nouveaux horizons, dont on ne sait pas combien de temps ça va mettre pour changer, mais le cap est enclenché. Comme Internet, quand il est arrivé en 2000, il y avait un cap, ça devait changer, et après, ça s'est concrétisé par des multiples formes. Et donc, moi, je ne suis pas pour le télétravail assimilé au fait de travailler chez soi, parce que si Bernard Stiegler était encore vivant, malheureusement, il est mort il y a pas longtemps, il vous aurait dit, si, notre cher Bernard, n'oubliez pas, travaille, ce dilatant tripalium, qui est un instrument de torture. Donc, n'amenons pas un instrument de torture chez vous, ni dans votre lit, ni dans votre cuisine, ni dans votre salle à manger. Aussi rapide soit la connexion, aussi vous ayez les semblants d'être libre. Parce qu'en fait, vous êtes en train de créer une espèce d'accoutumance qui va phagocyter votre intimité, votre vie privée, qui est la pire des choses. Une fois qu'on vous a volé le temps, maintenant, il ne faut pas qu'on vous vole le peu de temps que vous aviez encore dans la salle à manger et dans votre lit. Donc, moi, je suis pour un autre mot différent, qui est la délocalisation du travail, la décentralisation du travail, par des moyens distanciels, comme on appelle, donc remote, donc le télétravail, la téléprésence, etc. Mais il y a peut-être plein d'autres manières, parce que tout le monde ne pourra faire pas du télétravail. Donc, les plombiers, les maçons, l'infirmier, etc., qui doivent faire la piqûre, il ne peut pas la faire à distance, la piqûre. Donc, du coup, il faut réimaginer la manière comment on travaille, et c'est ça le débat qui aujourd'hui est ouvert par rapport à cette crise-là. C'est-à-dire, il faut faire une ontologie du travail, il faut la décortiquer, et pour les divers métiers dans lesquels il existe, il y aura une révolution à faire, mais j'ai dit qu'elle passe par la délocalisation qui va prendre des formes différentes. C'est quoi la délocalisation? C'est casser les taylorismes qui restent encore aujourd'hui, qui nous emmènent à une obligation de présence d'un lieu lointain pour
juste pour satisfaire des pouvoirs. Donc, moi, je reprends un mot qui est cher à un certain nombre de nous scientifiques, qui est désaturer l'espace. On a besoin de désaturer l'espace public, c'est-à-dire qu'il faut que tous ces déplacements qui ne sont pas indispensables, il faudra ne plus les faire. Il y a énormément de déplacements qui sont faits, qui auraient pu être évités, parce qu'on peut travailler autrement, produire autrement, etc. Et les déplacements qui sont absolument nécessaires, ceux qui sont obligés. J'ai parlé de l'infirmier qui va faire ses piqûres, le plombier qui va réparer, le robinet qui est cassé, etc. Donc, si on enlève de l'espace public tout ce qui n'est pas utile, qui n'est pas indispensable et qui n'est pas nécessaire, on laissera l'espace public pour ceux dont on a absolument besoin et pour lesquels donc, ces transferts doivent se faire. Donc, ça nous amène à mettre à plat comment on travaille, à quoi sert notre travail et quelle est la valeur de notre travail. Où est-ce qu'on crée de la valeur? Parce qu'à force d'avoir un modèle de travail présentiel pour satisfaire le pouvoir, la notion de création de valeur, elle s'est estompée, elle s'est perdue. Et la notion de création des valeurs de chacun de vous dans les entreprises est devenue une feuille Excel du reporting de la fin du mois qui est cumulée et qui, à la fin du mois, elle vous dire, voilà, donc notre chiffre d'affaires était des temps, notre récurrent était des temps, notre ROC, donc le résultat opérationnel courant, voilà, notre trésor, notre EBITDA, etc., etc. Et donc, votre valeur, elle est passée là. Mais ça, ce n'est pas la valeur. Ça, c'est la financiarisation de la valeur, qui, par ailleurs, parfois est surprenante, parce que sociétés qui perdent beaucoup d'argent et qui ont des dividendes qu'ils peuvent distribuer parce que c'est financiarisé depuis longtemps, etc. Donc, il faut trouver les gisements de création de valeur. Et la création de valeur, ça signifie quelle est la part des valeurs ajoutées intellectuelles ou matérielles ou hybrides de chacun de nous dans l'ensemble d'un processus donc, opérationnel qui conduit soit un produit ou soit un service. Mais comme on vit encore sur un modèle tayloriste, donc les productions de consommation, on continue à appliquer. Donc, sauf qu'à l'époque des Taylor ou de Ford, c'était avec les bouliers. Maintenant, c'est un tableur Excel qui fait le calcul automatique. Mais votre création de valeur, elle est restée indexée finalement à la quantité des produits et pas finalement à votre part de création de valeur qui, elle, est restée attachée à un lieu physique, là où il y avait des chefs. Donc, on doit rompre ça. Et finalement, quand vous regardez les succès de toutes ces grandes entreprises américaines, les plateformes, Google, Facebook, etc., quand ils ont amené ce concept de flat organigramme, etc., et ce qui était un peu en filigrane, c'était ça. Donc, le fait qu'on peut jouer au baby foot, qu'on puisse avoir tout un tas. C'était simplement des indicateurs pour dire votre valeur, voilà, elle est en train d'être créée et profiter pour boire un coup. Voilà. Je vais faire mon start-up. On avait les vendredis à partir de midi, c'était les vendredis champagne. Donc, tout le monde se mettait la gueule au coup de champagne vendredi midi, mais l'alcool est interdit le reste des jours. Mais les jours, ils venaient. Mais finalement, aujourd'hui, ce qui est en cause, ce n'est pas la manière de travailler, mais à quoi il sert mon travail. C'est ça la révolution de l'espace. C'est mon travail, à quoi il sert. Et c'est pour ça qu'il y a des questions qui se posent. Ceux qui ne travaillent pas, ils sont quoi alors? Ils sont des parasites de la société, dans une situation de crise. Donc ça amène à des nouvelles discussions qui s'ouvrent. Donc en Espagne, actuellement, ça fait rage, dans les pays nordiques, aux États-Unis. Donc le revenu minimum garanti pour qu'une personne puisse vivre, même s'il n'a pas trouvé un travail. Voilà. On a beaucoup assimilé le fait qu'une personne ne travaille pas pour un parasite social, pour un système, mais finalement, on est en train de se mettre en question avec la crise du Covid sur quelles sont les limites de l'organisation du travail par rapport à notre création de valeur et au rôle social que nous jouons. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a certaines personnes qui auraient des questions? Que je ne sois pas la seule à poser des questions. Juste pour information, on va nettoyer les micros entre chaque intervention. Avec le masque, ça va, on n'a pas trop peur. Je pense qu'on est tous d'accord avec vos constats. Moi, ce qui m'étonne aujourd'hui, c'est la dichotomie, les écarts qu'il peut y avoir entre les perceptions de collaborateurs. C'est-à-dire que vous avez des collaborateurs, en général assez jeunes, qui vont être demandeurs de collectifs et de contacts,
qui se plaignent, qui ont envie de se retrouver. Vous avez d'autres personnes qui vivent très bien, qui ont même mieux vécu une relation qui pouvait parfois être toxique avec le manager en ayant cette période de recul. Et puis, on a des analyses de psy qui disent que finalement, pour télétravailler et vivre ça quand on a un contexte familial lourd ou qu'on est très seul, ça peut être très compliqué. Donc, par rapport à cette psychologie de l'individu, et c'est vraiment ces attentes très, très différentes, comment l'entreprise, finalement, peut se positionner et prendre toutes ces attentes multiples sans imposer peut-être une volonté de la majorité ou une volonté hiérarchique. Comment on gère toutes ces différences de perception justement du télétravail? C'est une très bonne question, qui est plutôt même une réflexion, on appelle la réflexion. Et vous situez des choses qui font mal dans chacun des trois exemples que vous avez évoqués, qui sont parfaitement justes. C'est pour ça que j'ai dit qu'on commettrait une erreur de nouveau de vouloir idéaliser, je dirais, l'un des trois cas de figure. Parce qu'on vit dans des sociétés qui sont complexes, les villes sont devenues extrêmement anxiogènes. Et donc, moi, je pars d'un constat qui est relativement simple par rapport à mon travail de recherche, qui est celui de la qualité de vie dans la ville. Je m'intéresse donc aux divers segments qui constituent la ville pour dire pourquoi ils sont tellement décousus, pourquoi c'est tellement séparé, pourquoi il y a tellement de barrières. Tant qu'on est siloté, ça veut dire qu'on va donner des solutions partielles, mais on va déséquilibrer les restes. On trouve du bonheur dans le travail, on perd du bonheur personnel, ce que vous disiez tout à l'heure, on relâche du contrôle sur le travail. À ce moment-là, on va alimenter des situations anxiogènes dans les familles, parce que toutes les familles, ce n'est pas du bonheur, ce n'est pas du gros bonheur, etc. Ce que vous dites est parfaitement exact. Donc, c'est pour ça que ma démarche, en tout cas à mon niveau, c'est plutôt de situer quelles sont les zones qu'il faut entrelacer pour qu'on puisse offrir des environnements qui soient moins anxiogènes, qui soient plus paisibles, et pour lesquels donc, on ait une meilleure capacité à créer de la valeur. Et quand j'ai dit tout à l'heure créer de la valeur, votre question est tout à fait pertinente parce que des situations anxiogènes familiales, dans beaucoup de cas, par exemple, sont produites par un sur-travail. Donc, tous ces cadres qui sont surmenés, qui ne voient jamais leurs enfants, leurs ados qui se révoltent parce qu'ils ne voient jamais leur père, leur mère, etc. Ou au contraire, des gens qui ne travaillent pas, qui se voient reprocher de pourquoi ils ne travaillent pas. Donc, la Covid aujourd'hui, ou le Covid, en fait, je crois qu'on peut dire les deux, le Covid amène une situation nouvelle, c'est que ça met une espèce de zoom, ce que je disais quand on préparait, il y a une espèce de zoom géant qui s'est posé sur toutes nos activités. Et là, quand on regarde le récit de la Covid, au travers des actes d'achat, donc je travaille dans une analyse systémique sur le lieu de commerce, par exemple, et vous regardez donc quels sont les actes d'achat les plus importants liés au Covid. Et en fait, vous en avez les classiques suréquipements technologiques, une deuxième télé, une deuxième tablette, un téléphone qui fait encore plus. Voilà, il y a eu un pic. Et une surconsommation de ce qu'on appelle donc les objets technologiques des liens sociaux, des liens familiales. C'est-à-dire la machine pour faire des yaourts, la machine pour faire des cakes, la machine pour faire des pains, enfin, tout ce qui pouvait renouer. Donc, et on le voit parfaitement dans les statistiques. Donc, j'ai participé à ce travail-là que la semaine dernière sur les statistiques de toutes les grandes marques et on a comparé. Et là où ça s'est cassé la figure, et donc ça s'est cassé la figure, l'habillement, parce que je n'avais rien à foutre, donc c'était toute la journée un short ou un jogging, quand tout le monde s'en foutait, etc. Donc c'est très intéressant. Et quand vous mettez la composante au travail par-dessus, ben, vous avez donc plusieurs cas de figure, effectivement, des jeunes qui étaient extrêmement heureux d'être en télétravail parce qu'ils faisaient comme ils voulaient la journée, mais je vous renvoie de l'autre côté, les managements au départ des grandes compagnies, je l'ai vu, ils étaient dans un mode donc d'appréhension. Et par exemple, j'ai vécu des situations dans lesquelles il a fallu faire des médiations parce que pendant les 15 premiers jours, on est resté quand même 58 jours dans cette situation-là, pendant les premiers 15 jours, par exemple, il y avait
tous les systèmes logiciels qui ont été réautomatisés autrement pour mesurer le temps où la souris bougeait, par exemple. Et donc, il y a des gens à qui on disait, mais attends, ta souris a bougé, et à partir de telle heure jusqu'à telle heure, etc. Et donc, je disais à ce moment-là, vous n'avez qu'à acheter une voiture télécommandée, vous foutez la souris dedans, et vous êtes dans votre lit avec des pieds à l'éventail, et de temps en temps, vous faites bouger votre petite voiturette, où la souris est dedans pour que ça bouge. Bref, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut décliner ça de plein de manières différentes. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la manière qu'on va reprendre une activité normale, on ne peut pas les dire. Demain, il y a un conseil de défense. Je pense qu'on va encore durcir la situation, parce que, voilà. Donc, sans jouer ni la peur ni autre, tout ce qu'on sait, c'est qu'on va vivre un temps indéfini dans cette situation basée sur l'incertitude. Et que quoi qu'il arrive, elle aura un effet derrière qui est nous questionner sur l'indispensable changement de nos méthodes de travail. Donc, la fin de 2020 et début 2021 nous oblige, quoi qu'il arrive, ceux qui le veulent ou ceux qui ne le veulent pas, à changer. Moi, j'ai donné une conférence chez PSA, à l'université PSA, donc à Poissy, les lieux historiques des bagnoles. PSA, par définition, vend des bagnoles. Donc, le but, c'est que les gens achètent une bagnole pour se déplacer. Voilà. Et PSA est la première compagnie française et une des premières au monde qui, au niveau corporate au monde, a décidé que le présentiel était l'exception et le télétravail était la règle. C'est rigolo à l'échelle d'une boîte qui est censée vendre des voitures que les gens se déplacent. J'ai donné une conférence dans laquelle j'étais tout seul avec deux personnes qui m'accueillaient de PSA et des cabines de traduction, parce que c'est un truc monde. Voilà. Donc, quand vous êtes à ce niveau-là et qu'il est le constructeur de bagnoles qui se porte très bien, il est excédentaire, il fait une tournée, etc. Quand il vous dit venez pas au travail, donc, même en voiture de PSA, même en voiture de restez chez vous, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Voilà. Maintenant, il y a un combat idéologique, un combat politique pour qu'on ne devienne pas les nouveaux ghettos de travail chez les gens. C'est ça mon combat aujourd'hui. Il ne faut pas se laisser entraîner dans cette dynamique. Le télétravail, c'est la liberté. Vous savez, ça me rappelle, comment il s'appelait, le double neveu de Freud qui a inventé, qui a fait les bouquins de propaganda, Barnes, au début du siècle, quand il a créé les torches de la liberté. Vous savez, c'est propaganda, c'est comment vendre des choses pour lesquelles on n'a pas besoin. Donc, c'est les grands idéologues du marketing du siècle. Et lui, il a créé un truc absolument incroyable qui s'appelle les torches de la liberté. Et les torches de la liberté, c'est des manifestations des femmes pour avoir le droit de fumer. Je vais être libre, je vais fumer, etc. Et donc, c'était une démarche vraiment pensée par les compagnies de tabac pour aller prendre la part des marchés, qui était celle des femmes, qui était interdite de fumer. Et donc, il a créé tout un mouvement qui s'appelait les torches de la liberté, où les femmes, elles défilaient, je fume quand je veux, où je veux, avec qui je veux, etc. etc. Voilà, et donc, donc il ne faut pas se laisser aller dans une ghettoisation chez soi par rapport à un outil présenté comme de la liberté qui peut avoir un effet beaucoup plus contraire. Je ne suis pas non plus absolutiste en disant, mais je dis c'est un bon siège. Je m'inscris, mon travail s'est pensé à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans. Et donc, c'est un moment historique pour transformer donc, ces lieux de travail autrement. Et donc, à chaque fois qu'il y a des lieux de communauté, c'est ce qui est marqué, la communauté active pour avancer l'espace de travail. Moi, je suis très heureux parce que je dis qu'il faut avoir ça, mais pas 39 rue des Caires, il faut avoir ça un peu partout dans la ville, voilà, dans tous les quartiers. Et là, on a des communautés actives pour repenser l'espace de travail. Mais aujourd'hui, je ne sais pas quel est votre profil, si vous êtes des entrepreneurs, auto-entrepreneurs, des sociétés, etc. Mais il faut qu'on puisse avoir ça à toute échelle. Voilà. Et aujourd'hui, des grands corporates commencent à regarder quel est l'impact de la localisation des gens qui travaillent chez eux pour dire, voilà, comment je peux dispatcher. Donc, il y a aujourd'hui des assureurs, par exemple, qui étaient à la Défense. Maintenant, ils sont de lieux à l'est de Paris. Donc, ceux qui sont plus proches de l'est, ils ne vont plus à la Défense, ils vont du côté de Noisy-le-Grand. Donc, ils sont en train de créer ce qu'on appelle des hubs géographiques. C'est ce qu'ils appellent la délocalisation du travail.
que je pense qu'il faut se battre pour délocaliser du travail plus que pour télétravailler, parce que on crée l'élément qui derrière va tendre de plus en plus. Délocaliser le travail, c'est différent, parce que ça a une connotation géographique, socio-territoriale. Donc, quand on délocalise dans un lieu, il faut que dans ces lieux-là, j'ai du commerce, j'ai de la culture, j'ai un cinéma, j'ai un théâtre. Et si on fait ces maillages, peu à peu, on va mailler l'ensemble du territoire, donc on va décentraliser. Et au bout du compte, et ça sur une période de 5 à 10 ans, vous aurez une ville polycentrique. Et c'est le polycentrisme dont on a besoin aujourd'hui pour désaturer l'espace public. Voilà, pour désaturer cette espèce de présence et pour créer quelque chose dont on a absolument besoin, qui est, si on doit garder la distance sanitaire, par contre, on doit raffermir et donner encore plus de force à l'intensité sociale. L'intensité sociale, c'est un moment comme celui-là. On garde ses distances, mais on vit la vie intensement. Il ne faut pas que la distance sanitaire appelle de la distanciation sociale. C'est pour ça que je me suis opposé fermement quand on a des distanciations sociales. On a dit, il est hors des questions de faire une distance sociale. Au contraire, il faut qu'on crée tous les interstices d'intensité sociale qui permettent de garder les liens. Sinon, on va avoir une désincarnation, une déshumanisation juste pour se protéger.